669e, journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors une actualité parlementaire chargée avec ce dépôt de motion de censure, nous allons en parler, venu des mélenchonistes de la gauche. Mais j'écoutais dans un débat télévisé le journaliste Joseph Massescaron qui affirmait, il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, notamment sur CNews, qu'au fond vous n'avez jamais été aussi heureux que lorsque vous étiez parlementaire. Alors est-ce que c'est vrai ça ? Oui, bah, écoute, c'est une affirmation tout à fait gratuite. Parce que je ne fréquente pas Joseph Massescaron, parce qu'il doit lui être très difficile de savoir ce qui me rend heureux ou pas. Enfin bref, c'est vrai que j'ai été un jeune député actif, pour la bonne raison que je me trouvais être très jeune, le leader d'un groupe de citoyens qui n'avaient pas l'expérience de la politique. Et par conséquent, j'ai été tout de suite une petite vedette, si j'ose dire, de l'opposition, bien sûr. Et ceci a meublé même mon temps dans tous les domaines d'activité. Mais on peut dire que la culture littéraire et l'art de la parole, dans une assemblée, c'est important. Oui, sûrement, mais ce sont des choses dont on se rend compte au fur et à mesure du déroulement des faits. Mais quand on arrivait, on passait un peu pour des sauvages. Enfin, le groupe d'extrême droite. Ou jadiste. Toujours baptisé d'extrême droite, quoi quel qu'il soit. Il y a bien un moment donné dans l'Assemblée un demi-cercle. Par conséquent, et à un moment donné, il est nécessaire qu'il y en ait qui se trouvent à l'extrême droite. Est-ce que ça correspond à une définition politique, sociale ou militante? Pas forcément. Un peu quand même, mais tout de même pas fondamentalement. Vous avez vu que Marine Le Pen, présidente de son groupe de 89 députés, a demandé à être placée différemment, ce qui ne l'a pas été accordé à l'Assemblée nationale. Elle voulait être plutôt au centre, oui, pour arrêter avec cette affaire d'extrême droite. Mais c'est ridicule, la vérité. C'est là où on s'aperçoit quelquefois que les vocabulaires ont plus d'importance que leur réalité concrète. Vous avez souvent dit d'ailleurs que extrême droite, ça donne extrémiste de droite, alors qu'extrême gauche, ça fait gauchiste, ce qui est moins grave. Exactement. La grammaire est défavorable à l'extrême droite. Parce qu'il y a le terme extrême qui laisse sous-entendre que les propositions sont des propositions extrémistes, ce qui est faux. Les propositions extrémistes peuvent venir du centre, et l'extrême droite peut être parfaitement calme et douce. À un moment d'ailleurs où François Bayrou créait, c'était la campagne de 2007, un petit peu de trouble à droite, on a commencé à parler d'extrême centre pour le stigmatiser. Donc personne n'est à l'abri finalement. Oui, non, mais tout de même, l'extrême droite est plus souvent visée de façon péjorative que ne le sont les autres formes de parlementaires. Alors, si on reste sur l'histoire du Parlement, le groupe mené de l'extérieur, et on a l'impression qu'il tire un peu les ficelles, de Jean-Luc Mélenchon, 145 parlementaires NUPS ou NUPES, dépose une motion de censure qu'ils appellent motion de défiance parce que la Première ministre n'a pas engagé la responsabilité du gouvernement dans un vote de confiance. Alors, en revanche, LR, comme le Rassemblement national, ne voteront pas ce texte. Oui, il est certain que le gouvernement a agi très habilement et que s'il avait fait une déclaration donnant lieu à un vote, il pouvait très bien se trouver en minorité. Alors que là, s'il faut positivement déposer une motion de censure qui soit commune à la gauche et à la droite, c'est très impossible, ou presque impossible. Il semblerait que du côté du pouvoir, du président de la République, de ses soutiens, il y ait cette crainte que par le jeu de l'abstention du Rassemblement national, les soutiens du président de la République finissent par passer comme les alliés de Marine Le Pen. Il suffit de s'abstenir au fond pour ne pas déranger le gouvernement et à ce moment-là, ça peut passer pour un vote positif. Oui, bien sûr. Toutes les interprétations sont possibles et généralement, ce sont les plus malveillantes qui sont retenues. Ça vous manque pas, l'Assemblée nationale ? Non, ma foi, j'y ai été... C'est quand même plus intéressant que le Parlement européen. J'y ai été à plusieurs reprises.
c'est plus intéressant que le Parlement européen, c'est vrai. Et puis il y avait le plaisir de l'initiative, en quelque sorte. C'était un début de la vie, et c'était assez flatteur d'être un très jeune député. Alors c'est arrivé à votre petite fille, Marion Maréchal, qui a perdu son titre de plus jeune députée maintenant, puisqu'il y en a encore plus jeune. Mais elle a aussi été la benjamine de l'Assemblée quand elle avait été élue en 2012. Oui, c'est vrai. On ne peut pas toujours être le plus jeune. Le temps passe comme le temps passe. Surtout que cette fois, le bureau d'âge s'est illustré par un comportement plutôt choquant. Les jeunes mélenchonistes qui se sont mal tenus. Et d'une façon générale, d'ailleurs, il y a un député proche de la majorité Macron qui demande des sanctions quand on dépasse les limites à la fois des outrances, du mauvais comportement, de la tenue débraillée volontaire pour porter atteinte à la dignité de l'institution. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, il est certain que l'Assemblée ne peut pas être le théâtre des conflits et de leur côté pittoresque, quelquefois. Il y a une certaine norme à respecter, de dignité, qui est ce qui est dû, dans le fond, au peuple français qui a élu l'Assemblée nationale et qui n'est pas forcé d'apprécier les extravagances de tel ou tel parti. En l'occurrence, là, l'extrême gauche a voulu faire des démonstrations de liberté, d'indépendance, se conduisant comme des petits malfrats. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite. Ils peuvent venir le cul nu la prochaine fois. La stratégie de Marine Le Pen est définie par les journaux comme la stratégie costume-cravate, justement. C'est-à-dire honorer l'institution. Et quelquefois, on dit même essayer de faire mieux que ce qui s'est passé en 86-88, quand vous étiez vous-même président de groupe avec vos 34 collègues. Est-ce que vous ressentez cela comme un progrès? On se tient bien alors qu'à l'époque on se tenait moins bien. Est-ce que ce sont vos souvenirs, ça? Non, je crois que Marine Le Pen s'est rendu compte qu'il y avait dans la société en général, et même dans la société parlementaire, un certain courant de laisser aller, et qu'à un moment donné, il fallait dire stop, et passer à des conventions qui étaient traditionnelles et qui respectaient en quelque sorte le bon goût. Et donc, approbation à Marine Le Pen d'exiger de ses parlementaires de la tenue et de l'exemplarité. Disons que c'est une reprise en main. Mais ça me paraît assez normal de demander aux représentants de la nation de se présenter dans l'Assemblée dont ils font partie avec une cravate, ce qui est le costume de ville ordinaire. Et une veste et un tailleur élégant pour les députés féminines. Bien sûr, c'est ça, être correct. C'est la façon de parler. Mais il est extravagant qu'un certain nombre de gens se croient dispensés de respecter les règles de la tradition, fût-elle la tradition d'extrême gauche ou de gauche. Alors Marine Le Pen, devant la télévision, a été interrogée sur l'un des sujets récurrents en ce moment de l'actualité, c'est-à-dire les violences faites aux femmes. On lui a posé la question de savoir s'il lui était, à elle, arrivé d'être la victime de manque de respect. On voit ce que cela veut dire. Elle a répondu que ça ne lui était jamais arrivé. Comme vous connaissez bien votre fille, moi aussi, je ne conseillerais pas à M. Coquerel, s'il la croise dans les couloirs, d'avoir un geste déplacé. Parce qu'il ne tiendrait pas un round. C'est l'avantage des larges épaules, même pour les jeunes femmes. Il y a des gens qu'on n'a pas envie d'aller titiller. Et je pense que Marine fait partie de ces gens-là, et qui inspirent tout naturellement le respect, et qui est d'abord le respect physique. Alors, toujours dans l'actualité, une question qui concerne la politique américaine, les décisions de la Cour suprême américaine qui remet en cause le côté fédéral du droit à l'avortement, laissant à chaque État le soin d'avoir sa propre législation. Une vingtaine d'États plutôt marqués républicains envisagent maintenant de l'interdire ou de l'encadrer très strictement. Et en France, il y a des voix qui s'élèvent pour constitutionnaliser le droit à l'IVG. Qu'est-ce que vous pensez de ça, alors qu'aucun parti politique ne propose de revenir en arrière sur la loi Veil? Oui, je dois dire que je suis assez inquiet de cette dérive antinataliste, parce que les Européens, très largement si vous voulez, ça comprend les Américains du Nord,
mais ne sont de plus en plus minoritaires dans le monde, puisque la population mondiale est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards d'habitants et est en voie d'expansion. Parce que les problèmes qui sont créés actuellement vont se développer et se multiplier et engendrer bien sûr des conflits qui peuvent être des conflits très sanglants, très violents. Nous avons le devoir, le droit et le devoir de nous défendre. Et je pense que certaines libertés accordées sur le plan social peuvent avoir des effets dramatiques sur le plan général. Est-ce que vous avez l'impression que, en regardant les travaux de cette Assemblée, en repensant aux 2 campagnes électorales qui viennent d'avoir lieu, les législatives, la présidentielle, est-ce que le long terme fait partie des préoccupations des gens qui se présentent devant les électeurs? Autrement dit, on a beaucoup parlé de l'immédiat, du prix de l'essence, de l'inflation sur les produits alimentaires, tout ce qu'on voudra, mais on ne sent pas cette vision à long terme. Cette vision à long terme exige une certaine retenue de la part des élus. Il est certain que pour se faire élire, il faut parler des choses concrètes les plus proches de l'électorat. Ce n'est pas toujours glorieux. Et ceux qui ont des extrapolations, comment dirais-je, géographiques ou sociales, doivent se méfier parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées pour être élu. Il faut avoir des idées qui soient conformes à une majorité d'électeurs. C'est ce jeu subtil auquel sont soumis les élus. Ce n'est pas toujours très facile de maintenir à la fois la dignité de la fonction, qui consiste à traiter les problèmes, y compris les problèmes à long terme, et la nécessité d'obtenir les suffrages, qui fait tenir compte prioritairement des problèmes de court terme, car ce sont ceux qui sont les plus directement ressentis par les électeurs. Vous avez entendu le président Poutine dire il y a 2-3 jours qu'on n'avait encore rien vu, en quelque sorte. Que le... Bon. Alors, est-ce qu'il joue aux échecs? Est-ce qu'il joue au poker? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il nous menace? Est-ce qu'il fixe une limite aux Occidentaux à ne pas franchir? Et c'est le moment de reparler de votre Europe boréale qui va de Gibraltar et même, quand on vous écoute, jusqu'à Tokyo, autrement dit, oui, cet ensemble continental que les Américains s'efforcent visiblement d'empêcher, de détruire, poussant ainsi les Russes à un rapprochement avec la Chine. Vous pensez toujours ça parce que vous le dites depuis 30 ans, au fond, que l'avenir, pour nous, passe par le fait d'avoir arrimé la Russie à l'Europe de l'Ouest et que ce projet doit être un projet commun. C'est indispensable. Nous ne pouvons pas nous passer de rassembler toutes les forces boréales, si j'ose dire, parce qu'elles sont déjà très minoritaires dans le monde et très menacées par l'expansion démographique incontrôlable. Par conséquent, nos peuples d'Europe boréale, dans le sens le plus large, doivent se tenir toujours sur le qui-vive et ne pas relâcher à aucun moment leur attention et leur volonté. Parce qu'il suffit d'une faiblesse pour qu'ils soient débordés. Lorsque Charles de Gaulle parlait de ça, il parlait de l'Atlantique à l'Oural. Vous allez jusqu'à Tokyo quand on vous écoute bien. Oui, parce qu'il me semble que les Japonais font partie de cette civilisation. Vous avez vu l'assassinat d'un ancien Premier ministre japonais. Vous ne l'avez pas connu, je crois que Bruno Gollnisch, lui, l'a rencontré à plusieurs reprises, le connaissait bien. Shinzo Abe, oui. Oui. Moi, je ne le connaissais pas, mais en effet, c'est un geste symbolique qui, au Japon, va avoir des conséquences importantes. Parce que tuer un ancien Premier ministre, c'est mettre en jeu tout l'équilibre des rapports sociaux du pays, qui avait la réputation d'être un pays calme, pas très calme. Eh bien, écoutez, Jean-Marie Le Pen, on va continuer ce journal de bord tout l'été. Je crois que vous n'avez pas de projet précis de vacances. Personne n'en prendra autour de vous de manière à garder le contact avec ceux de nos amis qui ont la chance de se promener un petit peu
probablement Écoutez, je dans le souhaite cadre de l'Hexagone. En tout cas, de belles vacances à ceux qui nous écoutent. Et je suis heureux de les retrouver toutes les semaines avec Laurent, n'est-ce pas? Absolument. Merci Jean-Marie Le Pen. Ainsi soit-il. À la semaine prochaine.